Salut! Déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait sur ma précédente vidéo, du coup, sur les 5 œuvres Lovecraftiennes. Vous l'avez super bien accueilli, la vidéo a plutôt bien marché, je suis assez content. Voilà. Donc, merci beaucoup. Du coup, j'ai vu que le principal défaut qui revenait, c'était que je m'attardais pas assez sur les œuvres. Donc là, on va y revenir un petit peu, on va revenir sur les 5 œuvres globalement. Je pense que c'est un format qu'on fera plus tard un peu sur Twitch. Genre, dès qu'on aura un peu plus de monde, comme ça, on pourra discuter, en fait, tranquillement, en direct. Ce sera un peu plus sympa, je pense. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Il va y avoir beaucoup d'auto-promo dans cette vidéo. Du coup, on est bon, j'ai ma casquette, j'ai mon café. On va pouvoir commencer. Ah, c'est beaucoup trop chaud. Je voulais vous parler globalement un peu des œuvres de Lovecraft en globalité, surtout comment un peu les commencer. Moi ce que je vous conseille, si jamais vous aimez bien un peu tout ce qui est audio, tout ça, vous avez la chaîne de Tindalo sur YouTube, je vous mettrai les liens en description, qui du coup fait des lectures de toutes les œuvres de Lovecraft, de toutes les nouvelles, même celles qui sont pas apparentées au mythe de Cthulhu. Il fait un super taf, le son est ultra propre, sa voix est parfaite, vraiment c'est impeccable, je vous conseille à 100% cette chaîne si vous voulez un peu vous mettre dans cet univers. Si vous êtes plus un peu manga, vous avez Gotanabe, qui a refait du coup les principales œuvres de Lovecraft en format manga du coup. C'est visuellement assez dingue. Je vous mettrai des images aussi. Pareil, Gotanabe, du coup, tout ce qu'il fait sur Lovecraft, je vous le conseille. Les éditions en plus sont très sympas. Et si vous êtes bien sûr plus sur le format roman, vous avez 1001 éditions de poche, et vous avez aussi du coup les éditions qui sont en grand, c'est des grands formats, qui sont illustrés par François Béranger, qui fait pareil un taf extraordinaire. Vous avez c'est des très grands formats, c'est bon, ça prend de la place, mais visuellement c'est quand même très chouette. Vous avez réellement le texte original, avec des illustrations à côté, c'est une merveille d'édition. Il faut savoir aussi que du coup le mythe de Cthulhu, l'univers Lovecraft, c'est pas un MCU, hein. Du coup vous pouvez clairement lire les œuvres que vous voulez, les nouvelles que vous voulez. Il y a même pas mal d'univers de Lovecraft qui sont absolument pas liés à ce mythe-là. Et il faut savoir en fait que du coup, tout ce qui est place du mythe, en fait, tout ce qui est quelle créature fait ça, qui est parent de qui, tout ça, c'est plus des trucs qui ont été faits après Lovecraft par des gens qui ont un peu repris cet univers. Il y a des bons trucs, hein, mais globalement ça fait qu'on rationalise en quelque sorte un univers qui a pas le lettre. Puisqu'en soi vous pouvez lire Dans l'abîme du temps, L'appel de Cthulhu, Dagon, tout ça, sans avoir lu quoi que ce soit à côté, y a aucun souci. Au pire vous allez peut-être avoir quoi, genre une référence à Arkham, et dire ah ouais c'est quoi Arkham, puis au bout d'un moment vous comprenez que c'est une ville fictive dans cet univers. T'as plus un lien narratif en fait. On va se tutoyer, hein, ça va être plus simple. T'as plus un lien narratif dans le côté ça veut exprimer plus ou moins les mêmes choses. Voilà, globalement je vous conseille à peu près cet univers. Je vous conseille même du coup des écrits de Lovecraft qui sont pas forcément liés à l'univers Cthulhu, l'univers des grands anciens. Si je fais ça, hop, je suis Zoro. Ah, et du coup j'ai mes animaux qui traînent un petit peu dans le coin. Là vous allez sûrement voir mon chat un petit peu qui se balade. Donc j'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit, qu'ils vont pas faire bouger trop de trucs. Voilà. Bon allez, du coup on va rentrer dans les œuvres, et du coup on va commencer par Color Out of Space. Alors vous voyez, du coup j'ai pris des notes, il y a mon chat qui s'est littéralement allongé dessus. Bref, alors du coup Color Out of Space, ou la couleur hors de l'espace, c'est celui que quand j'en ai parlé dans la vidéo que j'avais vu il y a le plus longtemps. Du coup là pour préparer cette vidéo aussi, j'ai revu le film et j'ai relu la nouvelle. C'est très chouette, hein. C'est vraiment très chouette. La nouvelle je vous la conseille complètement aussi. Du coup il y a quelques différences entre les deux, surtout niveau époque. Donc le film bien sûr se passe à notre époque. Et dans le livre, et c'est quelque chose qui revient globalement chez Lovecraft, on suit quelqu'un en fait qui nous explique ce qui s'est déjà passé. Donc genre le narrateur il est dans une sorte de futur par rapport à l'histoire, ou du moins l'histoire est plutôt dans un passé par rapport au narrateur. Dans le film, du coup, pour que tu vives globalement l'intrigue, forcément, l'intrigue se passe en même temps que le film se déroule. Sinon, niveau fidélité, le film commence et se finit par du coup une voix off qui récite complètement la première et la dernière phrase de la nouvelle, ce qui est plutôt chouette. Après, si on peut parler un peu des points faibles, il y a 2-3 hommages qui sont pas trop discrets, genre il y a un personnage qui s'appelle Ward Phillips. Bon, je rappelle que l'auteur c'est Howard Philip Lovecraft, hein. Même si ce clin d'œil un peu maladroit a un sens en quelque sorte. Bon, on voit un moment du coup un personnage pareil qui a un Necronomicon, mais qui est vraiment un Necronomicon format de poche un peu, tu sais. Pareil, c'est une sorte d'impact vite fait dans l'histoire, mais pas plus que ça. Bon, c'est pas bien grave. Sinon du coup niveau point fort, c'est quand même super chouette. Tout ce côté de cette couleur, du coup, cette couleur qui va nous changer. L'arrivée de cette couleur. Donc, du coup, c'est un météore qui arrive sur Terre et qui du coup, dans ce météore, transporte une sorte de matière, de couleur, qu'on ne sait pas si c'est vivant ou non, qu'on pourrait même pas la caractériser. Donc, cette couleur, dans le roman, c'est une couleur qui nous décrive comme quelque chose qui n'existe pas sur Terre. Forcément, vous vous doutez bien, dans un format visuel, c'est impossible à faire. Donc, dans le film, on a une sorte de couleur rose-violet, mais qui
qui est un peu changeante, qui bouge. T'as vraiment l'impression que la couleur en soi bouge. Et ça rend très bien, même juste à cette arrivée du météore. Tu vois toute la couleur qui se répand en fait globalement dans ce monde, dans cette pièce, dans la maison familiale. Et c'est vraiment, c'est pas que le temps s'arrête, c'est que les personnages eux-mêmes s'arrêtent presque d'évoluer. Je sais pas si je vais arriver à me faire comprendre. Du coup, par exemple, on voit les parents qui ont une scène de sexe. Du coup, c'est genre la maison tremble, hein, genre il y a une lumière hyper chelou, ils s'arrêtent pas. Tu sais, genre, y a rien qui les dérange. T'as un gamin, tu sais, il est assis dans l'escalier, il bouge plus. T'en as un autre qui est sur l'ordinateur, tu sais, genre, pareil, il reste fixé, il bave un peu, tu sais, c'est comme si, du coup, tu restais bloqué. C'est ultra intéressant, j'aime beaucoup ça. Du coup, donc on suit les Gardner, une petite famille fraîchement aménagée dans une maison un peu en retrait de la ville d'Arkham d'ailleurs, comme dans le roman, qui du coup a un élevage pas de lamas, c'est vraiment une famille que tu sens, c'est dit clairement que le père il est là-dedans, puisqu'il a repris l'élevage de son père, mais il voulait pas être dans ce milieu. Donc du coup, on va suivre cette petite famille, donc avec les 2 parents et les 3 enfants. En parallèle à ça, on va suivre du coup un mec qui habite pas loin de chez eux, qui habite aussi un peu à l'arrière, qui est plus, on va dire, connecté à la Terre, c'est plus le côté un peu hippie, tout ça. Et avec ça, on va suivre le personnage de Ward Phillips, qui du coup est un hydrologue, qui vient ici pour enquêter un peu sur la qualité de l'eau, qui va être un peu ce personnage externe, ce personnage du coup qui vient de la ville, qui va observer tout ça, qui va observer tout ce qui se passe. Le père de famille, bien sûr, est joué par Nicolas Cage, qui, vous le savez, si vous me suivez sur Twitch et sur TikTok, j'aime bien Nicolas Cage, et je trouve qu'il signe ici un bon rôle. C'est loin d'être un de ses meilleurs, hein, bien sûr, mais il signe quand même un rôle où il joue un père de famille très convaincant. Même plusieurs fois, où le film joue un petit peu avec son physique un peu dingue à cet acteur, où à un moment, il y a une scène où il passe dans une interview télé, il a l'air fou, il le dit lui-même, il a l'air fou. Tu sais, ça te fait vraiment les reportages télé un peu à l'américaine, où ça va être en mode, ah, vous avez vu des ovnis, comment c'était? Et c'est vraiment ça en plus, où il est vraiment en mode, mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que j'avais vu des ovnis ou quoi que ce soit. Du coup, pour revenir un peu sur cet ovni, sur cet extraterrestre, Lovecraft, quand il avait écrit cette nouvelle, il disait que quelque chose qu'il n'aimait pas dans la science-fiction, c'était cet aspect toujours humanoïde de la vie extraterrestre. Ce qui fait que là, on a vraiment une forme qui... Est-ce que c'est vraiment une forme? Genre, est-ce que c'est vraiment vivant? Même ça, on le sait pas vraiment, parce que... Est-ce que c'est cette couleur qui est vivante? C'est pas... Y a jamais vraiment de réponse là-dessus, et c'est très très bien. Enfin, pour moi, un univers comme celui de Lovecraft, tout ne doit pas être expliqué. Justement, c'est un... Tu croises des créatures, des êtres qui ne vivent pas dans notre monde, qui ne vivent pas dans notre réalité, et qui on ne peut pas comprendre. Cthulhu, si tu le regardes, tu perds la tête, parce que ces formes sont même contradictoires, on peut pas comprendre ce qui se passe. Donc à partir de ce postulat-là, tout ce genre de créatures, même si en plus Color Out of Space, ça peut être lié au mythe de Cthulhu, ça peut ne pas y être. Genre ça a sa place, oui, mais ça peut ne pas y être. Voilà. Le problème de cette vidéo, c'est que je vais vachement me dissiper un peu partout. Le café, c'est la vie. Globalement, c'est un film assez calme, parce que déjà, le météore n'arrive pas dès le début du film, ça arrive assez vite, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, ça arrive pas dès le début du film, on attend de connaître un peu les personnages, qui d'ailleurs est une amélioration, je trouve, par rapport au roman. Du coup, le roman te décrit un peu la situation, ce qui s'est passé, mais ne s'attarde pas du tout sur les personnages. Encore, je dis le roman, c'est une nouvelle, hein, c'est très très court, le Color Out of Space. La couleur tombée du ciel. Du coup, non, c'est un film qui est assez calme, qui va avoir des travelling assez lents, des plans larges, même des transitions qui sont très chouettes. Des fois, ça donne vraiment une sensation un peu d'étrangeté tout le temps. Il y a cette utilisation de la couleur qui est très chouette, ou même dans des scènes de dialogue, des dialogues classiques, tout ça. Tu vas avoir des fois des reflets de cette couleur un peu étrange, comme si elle était toujours présente, toujours là, et ce qui est un peu le cas du coup. Tu vas voir du coup cette couleur influencer la psyché de tout le monde, influencer vraiment toute leur manière d'être et tout ça. Ça va monter petit à petit, jusqu'à un point du coup où ça va tout changer. Et une des très bonnes choses de ça, c'est que du coup ça change à la fois l'espace, bien sûr, ça change la psyché, et ça change aussi le temps. On a une scène où, à un moment, le père de famille, du coup, Nicolas Cage, il va chercher quelque chose dans sa voiture, et ses enfants qui sont restés dans la maison, ils sont en mode, mais il est parti depuis des heures et des heures. Alors que non, ça fait 5 minutes, mais le temps il se déforme tellement que la notion du temps en fait devient incompréhensible, et ce que le film rend très bien. Je trouve pour ce côté Lovecraft sans créature monstrueuse, juste ce côté changement de la réalité, changement du temps, de l'espace, de la psyché, c'est une des meilleures œuvres, je trouve, pour comprendre un peu ce qu'il essaye de faire par là. Il y a aussi le film Annihilation de Alex Garland, du coup Alex Garland qui a dernièrement fait Men, par exemple, qui du coup s'inspire énormément de Color Out of Space. Du coup cette couleur un peu étrange qui change des choses, on le retrouve aussi dans Annihilation, où c'est quelque chose qui revient assez régulièrement chez Lovecraft, et qui revient chez d'autres réalisateurs plus tard, qui seront inspirés de ça, on en reparlera. Il y a ce côté, est-ce que l'histoire est vraiment finie? Est-ce que genre le monde va continuer comme on le connaît? Genre, est-ce que c'est pas juste la première étape de la fin du monde? Il y a vraiment ce côté, ouais,
désespéré. Puis après, bien sûr, dans le film, si vous voulez des créatures un peu monstrueuses, tout ça, je vais pas trop vous en dire plus non plus, mais il y a de quoi faire, il y a des petits trucs. Et surtout, niveau vision hallucinée, il y a quelques trucs à la fin où tu fais ouais, il y a de l'idée. C'est un film réalisé par Richard Stanley. C'est un réalisateur surtout connu pour faire des clips musicaux. Il a fait pas mal de clips musicaux du coup avec pas mal de stars de rock. Et son film du coup le plus connu c'est Hardware, avec Iggy Pop de souvenir et avec pas mal d'autres artistes de ce milieu-là. Clairement le film est pas parfait, il y a des défauts, vous pourrez ne pas accrocher au film, je sais qu'il a reçu des notes assez moyennes globalement. Perso je vous le conseille, hein, comme j'ai déjà dit. Sinon, de toute façon, là, on n'en parlerait pas. Hein. Enfin voilà, je vous laisse bien sûr faire votre avis. Et le film, du coup, est dispo sur Prime en France. Une étude en émeraude. Du coup, qui est dans le décor, qui est juste ici. Parce que ouais, c'est la première fois que je parle de comics, donc déjà, je suis content. Et clairement, ça sera pas la dernière fois. Parce que là, du coup, vous le voyez, il y a une partie de ma collection, là, que vous pouvez voir. Parce que ouais, je lis beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries. Mais je lis beaucoup de comics. Enfin, c'est une de mes grosses passions. Et j'espère vous en partager un peu. Clairement, les prochaines vidéos, on va parler de comics. Mais bien sûr, on parlera toujours de films, de séries. Ne vous inquiétez pas. Alors déjà, gros erratum, j'ai fait une grosse erreur dans la vidéo. Je m'excuse. En fait, en gros, Neil Gaiman a écrit une étude en vers. Une étude en vers, du coup en VO c'est A Study in Emerald, comme le comics, du coup en VO. Et du coup Raphaël Albuquerque et Raphaël Scavone ont adapté ça en comics. Donc ce n'est pas un comics de Neil Gaiman. C'est un univers créé par Neil Gaiman, mais ce n'est pas un comics de Neil Gaiman. Donc voilà, je m'excuse là-dessus. Après, pour mon excuse, il y a quand même un gros... par l'auteur de Sandman. Donc bon... c'est pas que ma faute. Plus en faisant ça, du coup, j'ai un peu enlevé le rôle de Scavone et Albuquerque, alors qu'ils méritent clairement pas, ils ont fait du très bon taf. Voilà, je m'excuse complètement pour cette erreur. Si vous demandez pourquoi j'ai une casquette... c'est parce que je suis très mal coiffé. Et du coup, comme j'ai pas lu le roman, je vous en parlerai pas plus. Je sais qu'il est dispo en France dans une anthologie de Neil Gaiman. Si il y en a parmi vous qui sont fans de Neil Gaiman, et je sais qu'il y en a, n'hésitez pas du coup à poster un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Du coup, pour en revenir aux comics, on est sur un univers qui est quand même assez intéressant. Il y a vraiment ce côté, nous vivons dans un univers où les grands anciens existent, sont présents. C'est un quotidien. La reine d'Angleterre est un grand ancien. Et on comprend que tous les puissants de ce monde sont des créatures Lovecraftiennes. En plus, tu les vois très peu globalement, quand tu les vois les nobles, ils sont cachés par l'énorme tissu d'énormes draps. Tu comprends clairement quand ils sont là que c'est pas des formes humaine. Donc il y en a qui pourraient critiquer ce côté Lovecraft dans le quotidien, parce que du coup, si les créatures Lovecraftiennes se réveillent dans notre quotidien il peut plus marcher. Genre clairement le monde il est fini. C'est une critique valable. Mais là vu qu'on est sur une réinterprétation de cet univers, pourquoi pas, c'est clairement assez original, genre j'avais jamais vraiment vu ça. Et même du coup niveau réinterprétation de Sherlock Holmes, c'est très intéressant. Donc c'est un pastiche d'une étude en rouge. Globalement je suis pas un énorme fan de Sherlock Holmes. J'aime bien ça, j'ai vu la série, j'ai vu les films de Downey Jr. Ou globalement, genre s'il y a des trucs Sherlock Holmes qui sortent, je les regarderai avec plaisir, mais je suis pas un grand connaisseur. D'ailleurs pour moi la meilleure adaptation de Sherlock Holmes c'est Doctor House. Deal with it. On va suivre du coup donc cette enquête, donc avec cet enquêteur très intelligent et son colocataire, du coup le fameux médecin qui revient d'un traumatisme assez important, qui du coup vous vous en doutez a un lien avec les grands anciens. C'est très intelligemment fait je trouve. Il y a vraiment ce côté, on suit Sherlock Holmes. Vous êtes sûr? Du coup, il y a des petits retournements qui sont assez cool. De ce que j'ai même compris, du coup, il y a plusieurs références que si vous connaissez un peu l'univers Sherlock Holmes, vous allez faire des « Ah ouais ?» Et du coup, tel quel, c'est un one-shot, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir lu un truc avant, il n'y a pas de truc après, et là, tel quel, du coup, vous avez ce comics, et c'est tout. Ce que pour de vrai, s'il y avait une petite suite, je serais pas contre. L'œuvre telle qu'elle est très bien comme ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour parler un petit peu des auteurs, du coup, Raphaël Scavone qui a fait pas mal d'indés, il a fait Red Tag, Hellstone, Funny Creek et Hidden Society. J'en ai lu aucun, je vais pas vous le cacher. Je sais pas trop où on en est niveau sortie en France. Je crois qu'il y en a quelques-uns, mais pas tous, enfin voilà, compliqué toujours. Et après du coup, le scénariste et dessinateur Raphaël Albuquerque, qui est un peu plus connu. Son œuvre, je pense, la plus marquante et la plus connue, ça doit être American Vampire, qu'il a fait entre autres en collaboration avec Stephen King, ce qui va être du coup une très bonne transition pour l'œuvre d'après. Et du coup après chez DC, il a travaillé sur du Superman Batman, il a travaillé sur du Blue Beetle. J'ai lu que certaines issues du Superman Batman qu'il avait fait, et c'était plutôt chouette. Enfin voilà, bref, je vous conseille, c'est chez Black River en France, chez Dark Horse en VO, du coup Dark Horse qui font aussi Hellboy et Bête de Somme que personne connaît et je vous conseille fortement. C'est très très sympa Bête de Somme. Et je vous conseille bien sûr les œuvres de Neil Gaiman en globalité. J'en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos parce que c'est Neil Gaiman, il y a beaucoup à en dire. Bon, je vous ai parlé de Stephen King il y a très peu de temps, même si vu que j'ai dérivé comme un porc, ça se trouve c'était il y a 15 minutes. Ce qui est du coup, comme je le disais, une très bonne transition pour l'œuvre suivante, The Mist.
Déjà, avant de commencer, on m'a fait le plus beau compliment possible sur la vidéo. Une personne que j'apprécie beaucoup sur Twitter m'a dit qu'elle avait vu enfin The Mist grâce à mes vidéos, et en plus qu'elle avait adoré. C'est le meilleur compliment possible. Du coup, ouais, Stephen King. Au niveau du cinéma, il y a un peu de tout, hein. Il y a du très bon comme du très mauvais. Mais du coup, dans tout ça, on a The Mist de Frank Darabont, que je trouve exceptionnel. Frank Darabont, c'est de base un habitué un peu de Stephen King, hein. C'est quand même le mec qui a fait du coup La Ligne Verte, qui a fait Les Évadés, qui sont 2 films que je trouve extraordinaires, et que si vous les avez pas vus, vraiment, regardez-les à 100%. Donc Stephen King et Lovecraft, c'est une relation très importante. D'après du coup le site internet Stephen King France, le premier contact avec de l'horreur plus adulte de Stephen King, c'est quand il avait 13 ans, et qu'il a lu un recueil de nouvelles de Lovecraft. Ça l'a apparemment profondément marqué, et ça se sent dans tout son univers. J'en avais parlé, mais du coup la figure du clown, de Pennywise, c'est une créature qui vient d'une autre dimension. D'une dimension d'ailleurs où il n'est qu'une couleur qui rend folle les gens. Du coup l'hommage à Color Out of Space est palpable, et du coup quand il arrive dans notre dimension, sa forme réelle, sa vraie forme, on peut pas la comprendre. Genre notre cerveau il bug, c'est pareil, genre on peut pas comprendre cette forme. Les 2 auteurs ont un peu ce côté aussi univers partagé, même si celui de Stephen King est un peu plus palpable. Donc d'après ce que j'ai compris, parce que pareil, j'ai pas lu tout ce qu'était Stephen King, parce que c'est quand même massif. Du coup, de ce que j'ai compris, on a la Tour Sombre, qui est un peu du coup la colonne vertébrale de son multiverse. Et du coup, dans ce multiverse, il y a des créatures qui sont clairement du Lovecraft. Il y a des dimensions qui ne sont pas compréhensibles. On parle même dans Revival de ceux qui ont bâti, du coup, des créatures qui étaient là avant. Comme les grands anciens. Il y a aussi pas mal de personnages qui sont un peu communs, genre le grand méchant un peu de l'univers Stephen King, c'est Randall Flagg. C'est un personnage qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres de Stephen King, dans des formes différentes, avec des noms différents. Et chez Lovecraft, il y a un peu Nyarlathotep, qui n'est pas un grand méchant, qui n'a pas le même rôle que Randall Flagg, mais qui est ce côté aussi de créature, qui est dans plusieurs nouvelles, mais qui a d'autres noms, d'autres apparences. Du coup, pour revenir à The Mist, tout le film va s'articuler autour de c'est quoi qu'il y a dans la brume. C'est quoi ça? Ça reste du Stephen King. Ça reste que du coup le mal est avant tout tapis en nous. Donc on arrive, comme je l'avais dit, dans un huis clos, mais un huis clos assez original parce que c'est un huis clos avec beaucoup de personnages. Bien sûr, tous les personnages ne seront pas très bien caractérisés ou quoi que ce soit, et en même temps, si tous les personnages l'étaient, ça aurait peut-être rendu la chose un peu plus brouillonne. Une des choses qui revient souvent chez Stephen King, c'est un peu cette critique de la religion dans ses extrêmes, dans ce que peut faire la religion. Et donc il y a complètement ça du coup dans The Mist, avec un personnage qui va presque créer une sorte de secte dans le magasin, en se servant de la panique et de la peur des gens. Et à partir de là, donc, ces personnages un peu secondaires, qui ne sont pas trop caractérisés, serviront du coup à grossir un peu ce côté masse qui suit. Donc à la fois, du coup, t'as la menace extérieure, avec toute cette brume, avec ces créatures dangereuses, qu'il y ait des attaques, des choses comme ça. On comprend clairement que sortir est égal à la mort, mais à l'intérieur, ça devient de pire en pire. À savoir, on va se demander, genre, est-ce que ça serait pas mieux de mourir dehors, en fait? Enfin, est-ce que ça serait pas mieux de tenter notre chance dehors que de mourir ici? De toute façon, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les huis clos, c'est un des grands thèmes des huis clos, qui est la menace. Est-ce que la menace est externe ou interne à nous? Et du coup, ça marche extrêmement bien dans The Mist, forcément. Même cette brume, elle a ce côté, c'est pas une brume de chez nous, c'est pas une brume terrienne en quelque sorte. Et de temps en temps, j'ai l'impression où il a utilisé la brume en inversant presque l'image, en inversant la vitesse de l'image. T'as l'impression que la brume, elle se déplace pas comme elle devrait se déplacer une brume en fait. Ça donne un effet ultra efficace. Comme j'ai dit, du coup, le réalisateur, Frank Darabont, s'est vu retirer une grosse partie de son budget, à cause du coup de différences avec la production, qui voulait lui faire une autre fin. Et cette fin est incroyable, genre il a très bien fait de le garder. Du coup, forcément, de temps en temps, tu sens que le film il souffre d'une perte de budget, dans les créatures, dans les effets spéciaux, même si ça reste globalement très efficace. Surtout certaines scènes à la fin, où on voit du coup les d'immenses créatures, c'est impeccable. Ça marche extrêmement bien. Et du coup, cette fin... j'ai pas envie de vous en dire trop. C'est vraiment, pour moi, la meilleure fin douce amère du cinéma. C'est le genre de fin où tu te dis... Ah, genre, ok. Ça, j'ai pas envie de vous spoiler, la fin est vraiment très très bonne. J'ai pas envie de dire que le film mérite d'être vu au moins pour sa fin, parce que ça voudrait dire que le reste est pas bon, ce qui est pas le cas. Mais la fin de ce film mérite d'être vue. Cette fin. Ouais. Et ce huis clos, s'il marche bien, comme je le disais, c'est aussi parce qu'on a des très bons acteurs. On a Thomas Jane, du coup, qui joue du coup le père de famille, qui est un peu le personnage principal de ce récit. Que d'ailleurs, je vous conseille aussi dans 1922, autre adaptation de Stephen King, qui est plus récente. Je vous parlais aussi de la religieuse, du coup, c'est Marcia Gay Harden, qui arrive à rendre son personnage détestable au possible, mais pas détestable dans le côté insupportable. Détestable dans le côté manipulation, dans le côté... C'est un très bon méchant, c'est un très très bon personnage.
On pourrait aussi du coup citer Laurie Holden, qui a un très bon rôle, qui joue une sorte de presque mère de substitution, et qui se débrouille très bien, qui est très attachante. Il y a aussi du coup André Brother, donc c'est le Hobbs dans Brooklyn Nine-Nine. C'est du coup assez intéressant de le voir ici dans une autre facette que ce qu'il a dans Brooklyn. On pourrait aussi citer Alexa Davalos. Alexa Davalos, qui est une très bonne actrice, et qui est présente dans Man in the High Castle, qui est un des personnages principaux du coup de Man in the High Castle, que je vous conseille 1000 fois, c'est une excellente série. J'aime bien parce que je vous parle à la base de juste de 5 œuvres qu'on a parlé, et en fait je vous conseille des petits trucs par-ci par-là, tu sais, genre je vous fais des petits revers de temps en temps en mode ah puis regarde ça aussi, sta. Que je dis d'ailleurs dans la vidéo que je dis que c'est numéro 13, c'est complètement faux, j'ai confondu les deux actrices et j'ai pas vérifié avant, j'étais sûr de moi, parce que du coup numéro 13 c'est Olivia Wilde, qui du coup ne joue pas dans The Mist. Du coup sinon par rapport à la série, je sais pas du tout ce que ça vaut, pareil n'hésitez pas à me le dire. Enfin voilà, pour moi le film est parfait tel quel, je vous le conseille à 1000%, regardez The Mist. Bien entendu, Call of Cthulhu. C'est du coup l'œuvre que vous avez le plus décrié dans les commentaires. Mais ça a toujours été avec respect, donc bah déjà je vous remercie. Je comprends les critiques que vous me dites. Comme quoi du coup par exemple c'est un jeu lent. Même si pour moi du coup quelque chose d'assez lent, bah ça colle complètement avec du Lovecraft en fait. Genre ce côté enquête assez lente où tu découvres un peu les choses au fur et à mesure tout ça, bah ouais carrément. Enfin moi ça me va complètement pour du Lovecraft. Le côté graphisme, je peux le comprendre aussi. Je trouve que c'est surtout les visages qui sont ultra perfectibles. Même si les textures en soi sont pas forcément très belles, la lumière est très chouette, les effets de lumière sont plutôt chouettes. Il y a vraiment des moments où je trouve que le jeu est très beau. Et genre là-dessus, genre je troll pas ou quoi, hein, c'est vraiment je trouve que le jeu des fois est très beau. Tous les passages vers la fin où ta division un peu étrange tout ça, je trouve que ça marche extrêmement bien. Mais après attention, je dis pas que le jeu est parfait, loin de là. Mais moi il m'a vraiment plu, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus il est pas très long, je trouve que ça convient bien. C'est mon avis, il vaut pas mieux que le vôtre. Votre avis vaut pas mieux que le mien. Voilà, chacun le sien, tout va bien à partir de là. Même du coup, la ville de Darkwater, c'est un peu un point faible parce qu'elle aurait peut-être mérité d'être un peu plus développée. Mais bon, elle a ce côté un peu glauque, un peu ce côté étrange. J'aime bien. Après, pareil, niveau intelligence artificielle, les phases d'infiltration sont clairement perfectibles, hein. Tu sens vraiment que les personnages, ils sont... Enfin, des fois, tu leur passes un peu sous le nez, ils te voient pas, enfin... Pour de vrai, je sais pas si le jeu, il aurait pas gagné à être juste un walking simulator, avec des phases d'enquête, de choix, ce genre de choses. Même le coup des choix, c'est plutôt sympa. Je pense que ça va peut-être pas assez loin si niveau rejouabilité. En parallèle, j'avais des amis qui jouaient au jeu en même temps, et du coup, quand on en parlait, on voyait qu'on avait eu des trucs qui étaient pas tout à fait pareils, qui se passaient pas tout à fait de la même façon. Ou même des manières de résoudre des énigmes, où on a fait le truc complètement différemment. Et du coup, c'est assez intéressant, je trouve, c'est assez sympa. Même des actions qui, genre, boire de l'alcool, ce genre de choses, qui vont influencer le personnage, et possiblement à la fin, je trouve ça plutôt chouette. Après, oui, ça reste un jeu assez indé. Malheureusement, ils ont pas pu développer ça plus qu'il l'aurait fallu. Petite auto-promo d'ailleurs, où j'ai fait du coup le jeu sur Twitch. Je remercie d'ailleurs à tous ceux qui m'ont suivi sur Twitch, on a passé des moments très sympas. Vous avez bien sûr tous les liens dans la description. Du coup, sinon, parlons un petit peu du jeu. Faut savoir que du coup, ça s'appelle Call of Cthulhu, mais c'est pas vraiment adapté de la nouvelle Call of Cthulhu. C'est surtout adapté du coup du JDR, que pareil, j'étais pas fait. Donc le JDR, l'appel de Cthulhu. C'est un jeu de rôle du coup de Chaosium, créé par Mark Marison, qui du coup est aussi le scénariste du jeu vidéo. D'ailleurs, le développement est assez intéressant. Focus Interactive avait annoncé un jeu adapté de l'univers de Lovecraft par Frogware Studio, responsable des jeux Sherlock Holmes, donc jusqu'au dernier là, Years One, et qui sera même développeur des prochains, qui donc du coup sont plutôt rodés niveau jeu d'enquête. Mais pendant le développement, Frogware change d'éditeur, il passe du coup chez Big Ben, donc bah forcément Focus leur retire le projet. Et donc le donne au studio français Cyanide Studio, qui à cette époque-là sont surtout connus pour Blood Bowl et Pro Cycling Management, donc rien à voir. Forcément j'aurais suivi un peu le développement du jeu à l'époque, je me serais dit ah ouais, ça commence pas ouf quoi. Et donc de leur côté, Frogware feront aussi leur adaptation de Lovecraft, The Sinking City, que j'ai pas fait, que vous m'avez conseillé dans les commentaires. Un truc que j'aime bien avec Call of Cthulhu, c'est ce genre de jeu où bah du coup tu veux vivre un peu cette expérience où t'as pas envie d'avoir la bonne fin. Tu veux que le monde y sombre, t'es dans du Lovecraft, t'es dans de l'humanité condamnée. Donc vous vous doutez bien du coup de la fin que j'ai fait, hein, forcément. Ouais, je maintiens que pour moi il y a pas mal de bonnes choses. Genre, on est sur une très bonne adaptation de Lovecraft pour moi. Et je dis pas que le jeu aurait pas pu être mieux, hein, loin de là. Y a moyen qu'avec du coup un studio avec peut-être plus d'expérience, ou du moins plus de temps, plus de budget, on aurait pu avoir quelque chose de meilleur. Hein. Mais là, tel quel, je vous conseillerais quand même Call of Cthulhu. Ça a été un gros souci pour moi pour ce film, parce que je voulais absolument vous en parler, parce que je trouve qu'il est incroyable, réellement. Mais je voulais pas trop vous en dire sur le scénario, sur les personnages, et même, genre, quand je mettais des extraits vidéo, j'essayais de prendre les extraits pas les plus ouf, parce que vraiment, il y a des mises en scène qui sont incroyables dans ce film. Bah du coup, donc c'est L'Antre de la Folie, c'est un film de John Carpenter. Je vous ai dit au tout début, parce que je prévois absolument tout, c'est faux, que Lovecraft du coup, c'était quelqu'un qui dans ses romans mettait souvent un après en mode
C'est peut-être le début d'un monde condamné. Et je vous ai dit qu'il y a des réalisateurs qui étaient aussi influencés par ça aujourd'hui. Pour moi, le réalisateur qui est le plus influencé par cet état d'esprit, c'est clairement Carpenter. Carpenter, c'est pour moi le plus grand réalisateur d'œuvres Lovecraftiennes. On pourrait parler de The Thing, même si je vais pas trop en parler parce que c'est une œuvre ultra connue. Et il a raison, hein, c'est un excellent film. De toute façon, globalement, je vous conseille à fond la trilogie de l'Apocalypse. Avec du coup The Thing, avec Prince des Ténèbres, avec L'Antre de la Folie. C'est une trilogie informelle, hein. C'est pas, l'un n'est pas la suite de l'autre. Genre les trois ne se passent même pas dans le même univers. On appelle ça la trilogie de l'Apocalypse, parce qu'à la fin de ces trois films, c'est globalement l'Apocalypse. Et donc dans ce côté, vraiment fin du monde, folie ambiante, qui monte. L'Antre de la Folie, c'est vraiment la plus belle représentation de ça. Et c'est très compliqué, parce que encore maintenant, là, j'ai pas trop envie de vous en dire. Mais disons que pour moi, si vous êtes fan de Lovecraft, si vous êtes fan de Carpenter, ou même de l'horreur dans sa globalité, regardez L'Antre de la Folie, réellement. De toute façon, globalement, je vous conseille vraiment Carpenter, hein, sa filmographie en globalité. Halloween, pareil, qui est parfait dans ce côté, le mal ultime, et l'humanité, c'est de la merde, hein, globalement. De toute façon, c'est un truc qui revient vachement chez Carpenter, globalement. L'humanité, hein, franchement, c'est un peu de la daube. Du coup, comme beaucoup de fois, Carpenter s'est vraiment impliqué sur le projet de L'Antre de la Folie. C'est aussi lui qui a fait les musiques, comme il fait souvent. Avec aussi, c'est Jim Lang aussi, que je connais pas pour le coup. Pareil là, les thèmes de Carpenter, le thème principal de L'Antre de la Folie, qui est assez incroyable. Pour revenir un peu donc au scénario de L'Antre de la Folie. Donc on a affaire à un auteur, en fait, Sutter Kane, qui va être un peu le fil rouge de tout ce film, qui est concrètement Lovecraft. C'est un auteur qui écrit des romans d'horreur indicible, d'horreur qui viennent d'un autre monde. Que quand les gens le lisent, ils sont irrémédiablement changés par cet univers. C'est clairement une faille, pas physiquement, hein, mais une faille mentale, on va dire, vers un univers qu'on peut pas comprendre. Et que du coup, les gens de cet univers ne peuvent pas comprendre, qui commencent tous à perdre la tête, en quelque sorte. Ah, ce film! On va du coup suivre Sam Neill, en acteur principal, qui va camper un personnage qui a presque un peu ce syndrome de Scully dans ce côté, essayer d'expliquer ce qui n'est pas explicable, même si bon, forcément, même lui va être changé par ce monde. Sam Neill, que du coup vous connaissez bien sûr pour Alan Grant dans Jurassic Park, mais il campe aussi le rôle de William Ware dans Event Horizon, qui est le seul bon film de Paul W.S. Anderson, et il campe aussi Campbell dans Peaky Blinders, qui du coup en antagoniste de la saison 1-2, il sera aussi accompagné de Linda Stiles, donc incarné par Julie Carmen, campe du coup un personnage qui connaît cet univers, du coup, qui connaît l'auteur. Ça va être un peu le personnage un peu passerelle, on va dire, qui va emmener du coup le personnage donc de Sam Neill vers des côtés dont il y croit pas. C'est aussi du coup un très bon personnage aussi. On pourra aussi noter dans le film la présence de Charlton Heston, qui du coup un acteur assez culte, qui a joué par exemple dans Ben-Hur, dans les 13 commandements. Et il y a même les passants, même les personnages ultra secondaires, c'est genre des personnages que tu vois juste en fond de certaines scènes. Il y en a juste de regard, ils sont terrifiants quoi, c'est impressionnant. Et bien sûr, du coup, on pourra citer Jürgen Prochnow, j'espère que je le prononce bien, je pense pas du tout, qui donc campe Sutter Kane, qui a un charisme, qui a une voix d'outre-tombe, qui te porte, c'est le genre de voix que t'entends, et que tu fais « D'accord, je t'écoute, y a pas de souci ». Tu comprends que c'est le genre de personne qui va entraîner le monde à la folie, par son œuvre, parce qu'il est lui-même lui. Tu sens que c'est le genre de personnage qui est parti tellement loin, dans la découverte d'un autre monde, qu'il a trouvé des choses. Qu'il a trouvé des choses réellement. Il y a vraiment un aspect mystique dans toutes ces scènes. On le voit assez peu dans le film, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, mais tu le retiens quand tu le vois, quoi, hein, réellement. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'acteur, parce qu'il avait fait Leto Atreides dans le Dune de David Lynch. Donc bien sûr, j'ai parlé de John Carpenter, le réalisateur, qui bien sûr, c'est pareil, je pense que j'en parlerai plus tard. J'annonce beaucoup de trucs, hein, quand je dis que j'en parlerai plus tard, ça sera peut-être pas dans une vidéo dédiée, hein, parce que sinon, j'ai mon programme pendant 30 ans. Alors, j'enregistre ça vite fait pendant le montage, pour vous dire que le film a une excellente mise en abîme. Du coup, la mise en abîme, c'est un procédé qui consiste à représenter une œuvre dans une œuvre similaire, donc là par exemple un film dans un film. Donc là c'est même extrêmement bien utilisé du coup dans le film, c'est même un exemple de ce qu'il faudrait faire avec ce procédé. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Mais ouais, je voulais juste vite fait parler du scénariste, donc c'est Michel de Luca, pareil je pense que ça se prononce pas du tout comme ça, qui est du coup un scénariste qui a fait le scénario de 3 longs métrages. Avant ça, il a fait Freddy 6. Après ça, il a fait le Judge Dredd de Stallone. Qu'est-ce qui s'est passé entre Freddy 6 et Judge Dredd pour que tu nous pondes l'antre de la folie, mon gars? Et pourtant, j'aime bien Judge Dredd, hein, y a pas de souci. Putain, mais genre, l'antre de la folie, que ça soit au niveau registre, que ça soit au niveau intention et tout,
on est à 10 000 lieues, quoi. Enfin, Tonari, du coup, qui, dans ces 3 films, n'aura pas connu un grand succès commercial, malheureusement. Enfin bref, je pense que j'ai réussi à pas trop en dire non plus sur l'Entre de la folie, mais vraiment, voyez ce film, il vaut vraiment le coup. Bon, on va peut-être un peu conclure parce que je pense que cette vidéo va durer des plombes. Merci beaucoup déjà, merci à tous, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, d'être arrivé jusqu'au bout, et merci encore du coup pour le soutien que vous avez fait sur ma dernière vidéo. C'était super cool. Je comprends du coup tous les défauts que vous avez dit pour la vidéo, il y a aucun souci, j'essaye de m'améliorer pareil à chaque vidéo, grosse vidéo on va dire. Je remercie aussi encore une fois du coup tous ceux qui m'ont aidé pour la vidéo, qui ont fait du coup les voix que vous entendez. Le côté un peu à la secte qui monte ce culte. La mort, ce qui a jamais d'or, et au long des siècles mourir même la mort. Même la mort. Merci à vous tous. Du coup, j'ai demandé à des collègues, des amis, de me faire des voix, du coup. Tous, vous avez fait un travail monstrueux, hein. J'avais demandé un petit truc comme ça. Vous vous êtes mis à fond. C'est trop bien, c'était trop bien. D'ailleurs, petite blague, du coup, dans les remerciements, il y en a un, du coup, qui s'appelle Cthulhu. C'est vraiment, du coup, une des personnes qui a participé. Quand je lui ai demandé, du coup, je te crédite sous quel nom? Faire Cthulhu. Du coup, je fais ok, t'es sûr de toi et tout? Je fais ah ouais, trop cool. Du coup, j'ai eu l'honneur d'avoir Cthulhu dans ma vidéo. C'est un gars vachement sympa en fait, hein, Cthulhu. Hein. On l'accuse de pas mal de choses, mais il est plutôt chouette, j'aime bien. Enfin voilà, blague à part, merci encore à tous. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre un peu la communauté Twitch, YouTube, à venir sur le Discord. Bien sûr, tous les liens sont en description. Du coup, si vous voulez passer sur Twitch aussi pour qu'on discute en direct, voilà, tous les liens sont dans la description, bien entendu. Pareil, il y a le Twitter, il y a tout ça. Vous connaissez. Du coup, cette vidéo, voilà, est beaucoup trop longue. Donc, je vous fais des bisous. Merci à tous encore une fois. Je l'aurais dit 150 fois, je pense. Salut, salut!